Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'être avec nous. C'est parti pour 2 heures ensemble, sans pub et sans interruption. Bonsoir Émilie Broussoulou. Bonsoir Eric, bonsoir à tous. Ici, nous avons Michel Goyac, le colonel Goyac, consultant militaire LCI. Nous avons Yves Tréhard du Figaro. Nous avons Renaud Pilin, journaliste éditorialiste à LCI. Nous avons Élie Korchia qui est avec nous. Nous avons Margot Haddad, éditorialiste internationale à LCI. Vous êtes, oui, éditorialiste. Ça vous va, éditorialiste international? Faites comme vous voulez, Eric. Parce que journaliste. Parfois, il se trompe sur mes fiches. Alors, comme. Bon. Et vous êtes très régulièrement sur le terrain aussi pour LCI TF1. Margot Haddad, merci d'être avec nous parce que vous avez toujours beaucoup d'infos et c'est très précieux. On va commencer avec comment pourrais-je dire, le fantasme du cessez-le-feu, parce que le cessez-le-feu, c'était quelque chose à laquelle nous pensions, nous croyions beaucoup il y a encore quelques jours. Là, les Israéliens ont parlé, les Américains ont parlé, et on sent quand même que c'est en train de devenir, ce cessez-le-feu au Proche-Orient, entre le Hamas d'un côté et l'État d'Israël de l'autre, c'est en train de devenir une chimère, je dirais même une utopie. Oui, alors ce n'est pas un cessez-le-feu, non, mais c'est un premier pas du côté d'Israël. Alors d'ailleurs, ça n'a pas été annoncé par Benjamin Netanyahou, mais par les Américains. Regardez ce qu'a annoncé John Kirby, le porte-parole du Conseil national de sécurité des États-Unis. Israël va commencer à faire chaque jour des pauses de 4 heures dans certaines zones du nord de la bande de Gaza qui seront annoncées 3 heures à l'avance. Ça, je veux dire une chose, c'est normal que ce soit les Américains qui le disent. Pourquoi ? Parce que les Israéliens le font déjà. Il n'y a rien de neuf. Il n'y a absolument rien de neuf. Alors, je ne sais pas si c'est 4 heures, 3 heures ou 2 heures, mais régulièrement, l'armée israélienne fait des pauses, pour des raisons d'ailleurs qui lui sont aussi... Depuis quelques jours. Depuis quelques jours. Mais enfin, là, les Américains et M. Macron d'ailleurs, parce qu'évidemment, ils ont intérêt à montrer qu'ils sont importants. Les Américains, ils le sont. Mais qu'ils font quelque chose et que leur voix porte, tout comme le président Macron cet après-midi. Mais les Américains, les Israéliens, font des pauses depuis plusieurs jours. Non, parce que vous êtes en train de massacrer mon entrée en matière. Je disais tout à l'heure... Moi, je fais du journalisme. Très bien, allez-y. Taclez-moi, j'aime ça. Je disais tout à l'heure que donc... ce cessez-le-feu total, global, était une chimère aujourd'hui. Oui, vous êtes d'accord avec ça? Oui, vous avez raison. D'accord. Mais, comme le disait à l'instant Émilie, il y a des petites ouvertures, voilà, des meurtrières, des ouvertures de mais qu'est-ce que vous voulez que 3 heures. Alors, on va arrêter avec ces histoires de cessez-le-feu. C'est pas des cessez-le-feu comme il y a un mot qui a été utilisé, c'est celui de pause. Les Israéliens n'ont absolument pas intérêt. Je ne sais pas ce qu'en pensent mes confrères. On n'a pas dit qu'ils avaient accepté le cessez-le-feu. Non, mais ils n'ont absolument pas intérêt à utiliser ce mot de cessez-le-feu. Alors, il y a deux petites interventions les plus courtes de l'histoire de l'interview de Joe Biden, le président américain, sur la pause et sur le cessez-le-feu. Regardez, donc il est interpellé alors qu'il est en déplacement entre 2 lieux, Joe Biden. Regardez-le, donc sur la question de cette pause, on avait évoqué une pause de plusieurs jours, de 3 jours. Avez-vous demandé une pause de 3 jours à Netanyahou ? Vous savez, j'ai demandé une pause de bien plus de 3 jours, mais oui. Voilà, ça veut dire quoi ça, Margot Haddad? C'est franc, ça veut dire que Netanyahou lui a dit non, monsieur Biden, vous êtes le président des États-Unis, mais je vous réponds, non, il n'y aura pas de pause de 3 jours. Mais Netanyahou est très clair depuis le début, c'est-à-dire qu'il y a un refus de trêve humanitaire, notamment parce que ça met en danger en fait les soldats de l'armée israélienne s'ils font des pauses. Et d'ailleurs, quand on parle justement ce soir de ces pauses de 4 heures, ce sont, selon la presse israélienne, des couloirs humanitaires qui seraient beaucoup plus larges en fait, par rapport aux couloirs humanitaires qui ont été mis en place depuis quelques jours. Là, ça fait environ 4 jours qu'ils ont mis en place un couloir humanitaire. Ce que dit John Kirby dans sa déclaration, c'est qu'il y en aurait un deuxième qui va être ouvert, notamment du nord vers le sud, pour que les populations puissent se déplacer. Ou sinon, si elles ne veulent pas quitter le nord, puisque c'est une réalité, il y a des familles qui ne veulent pas quitter le nord de Gaza, eh bien, elles pourraient sortir pour prendre de la nourriture ou de l'approvisionnement, si on arrive à le faire rentrer dans la bande de Gaza, pour pouvoir le ramener chez eux à la maison. Regardez de la deuxième grande interview fleuve du président américain Joe Biden. Il est question cette fois-ci du cessez-le-feu. Joe Biden. Quelles sont les chances d'un cessez-le-feu ? Aucune possibilité. Voilà, on vous avez prévenu, attention. Et il est coutumier, comme ça, sur le tarmac, en général, du no, don't. Et bon. D'ailleurs,
c'est un exercice sur lequel il est super bon. Tout à fait. Les toutes petites interviews de 10 secondes, quand il avait dit, vous avez raison, vous vous souvenez sur la bombe atomique à Poutine. Don't. Ah oui, il a 40 ans d'expérience. Bon. Quand vous dites 40 ans d'expérience, c'est une façon pour vous de m'associer à lui. vous valoriser vous-même, n'est-ce pas? Non, de ce qu'on comprend, il faut bien, parce que les mots sont extrêmement importants. En général, on confond quand on n'est pas spécialiste. Cesser le feu, c'est lorsque deux parties, je parle sous le contrôle du colonel Goya, deux parties s'accordent pour cesser le feu. Donc ça veut dire qu'il y a une négociation, il y a une discussion. Or, l'armée israélienne ne veut pas discuter avec le Hamas, un groupe terroriste. La pause ou la trêve humanitaire, donc ça peut être plusieurs jours pour effectivement accompagner la nourriture, les médicaments, l'essence et la vie quotidienne à Gaza. Et puis, il y a ce que dit Margot, c'est la petite pause de quelques heures pour permettre, et alors moi, ce que j'ai compris, c'est qu'ils ont énormément bombardé au début. Énormément bombardé. Il y a un reportage dont on va parler dans Le Monde sur Beth Hanoun qui a été mais quasiment rasé parce que c'était soi-disant là que sont les premières cachettes et les premiers lancements de roquettes qui étaient là. Donc il y a eu ça. Mais il restait, il y a encore une semaine, 350 000 personnes dans le Nord. 350 000. Donc ils ont prévenu il y a 3 semaines, un mois, mais certains ne sont pas partis. Ils ont dit, bon, on bombarde. Ils ont vu les bombardements. Beaucoup de gens se sont dit, effectivement, ça a bombardé très très fort. Et là, maintenant, il y a quand même des colonnes qui vont dans le sud, protégées d'ailleurs par l'armée israélienne. Donc quand certains parlent de génocide, mais regardez les images. C'est-à-dire qu'il y a l'armée israélienne qui protège énormément de civils qui sont en train de descendre vers le sud, ceux qui ont enfin décidé de partir. Alors, j'ai envie de vous montrer, après on va tous débattre, hein, mais on a envie avec Émilie de vous montrer quand même 2 choses qui sont assez contradictoires. Vous allez voir un Macron qui, dans un style assez convenu, en appelle à la nécessité absolue de dialoguer, voilà, du cessez-le-feu, de l'arrêt humanitaire des combats, certes. Très bien, bon voilà, c'est assez classique, c'est la position de la France et c'est tout à fait respectable et louable. Et puis derrière, il y a le secrétaire d'État américain, Anthony Blinken, personnage vraiment majeur dans cette crise, hein, Blinken, qui dit en gros, que c'est une incantation un peu naïve, quoi. Que si on arrête les combats, il va y avoir un 7 octobre à nouveau et que, en gros, les Français disent un peu n'importe quoi. Il ne s'adresse pas directement à Macron, mais il dit que les gens qui soutiennent l'idée du cessez-le-feu aujourd'hui sont des idiots utiles. ONU et européens. Sont un peu des idiots utiles du Hamas. Alors là, je vais un peu plus loin. C'est vrai. Ouais, mais c'est un peu ce que... Alors, c'est pour ça que ça vaut vraiment le coup qu'on s'interroge tous ensemble sur la position de Macron, la position de la France, la position des Américains. Donc on écoute d'abord le parce que président. toutes les vies se valent et parce qu'il n'y a pas, pour nous qui portons des valeurs universelles et humanistes, de double standard. Les civils doivent être protégés. Et c'est absolument indispensable. Ce n'est pas négociable. C'est une nécessité immédiate et à plus long terme, c'est aussi une condition même de l'efficacité de notre lutte contre les terroristes. Aujourd'hui, la situation est grave et se dégrade chaque jour davantage. Dans l'immédiat, c'est à la protection des civils qu'il nous faut travailler. Il faut pour cela une pause humanitaire très rapide et il nous faut œuvrer à un cessez-le-feu. Voilà, donc là, vous avez entendu Emmanuel Macron qui demande clairement un cessez-le-feu et maintenant, vous allez entendre Anthony Blinken, le secrétaire d'État américain, qui lui dit ceux qui demandent un cessez-le-feu n'ont rien compris. Je demande à ceux qui appellent un cessez-le-feu immédiat de nous dire comment ils expliqueront le résultat inacceptable de ce cessez-le-feu. Le Hamas résiste avec plus de 200 otages, la capacité et la sérieuse intention de reproduire la journée du 7 octobre encore et encore. Finalement, le seul moyen d'assurer que cette crise ne se reproduise jamais est en commençant à établir des conditions pour une paix et une sécurité durable et en établissant nos efforts diplomatiques maintenant, en gardant tout ça en tête. Alors là, franchement, c'était pas prévu. Il ne s'agissait pas pour Blinken, je pense, de tacler Macron, c'est pas prévu. Mais on a franchement une opposition très intéressante entre la position française et la position atlantiste américaine classique, colonel, et ensuite M. Korcher. Alors,
dans l'absolu, cessez-le-feu, pourquoi pas. En réalité, c'est pas la première guerre qui est entre Israël et le Hamas. Il y en a eu quand même un certain nombre, et à chaque fois, se sont terminés par des cessez-le-feu, en réalité, qui étaient négociés via l'Égypte. Et donc, cessez-le-feu, c'était la fin des combats. C'était la fin de ce round, de cette guerre de quelques semaines, et voilà, ça s'arrêtait pas un cessez-le-feu. Là, mais ça, c'était avant. On n'est plus du tout dans le même contexte, j'ai même contexte psychologique. Là, pour Israël, il n'est plus question de négocier un arrêt des combats. Non, les combats, ils continueront. Il pourront y avoir des pauses de quelques heures, mais les combats, ils continueront jusqu'au bout, jusqu'à l'objectif affiché, qui est la destruction du Hamas. Et donc, on ne négocie pas avec une organisation, on ne négocie pas avec une organisation terroriste. En réalité, le Hamas est une organisation terroriste depuis l'origine. Et ils ont commis un certain nombre d'attentats, suicides et autres, d'ailleurs, sur Israël depuis des années. Et ça n'empêchait pas de négocier. Mais là, on est sur un autre schéma. Il faut, pour Israël, détruire le Hamas. Et dans ce cas-là, on ne négocie pas. C'est déjà reconnaître qu'on... négocier avec quelqu'un, c'est déjà lui reconnaître un certain statut, d'égal, quoi. Donc là, c'est pas question, il n'en est pas question. En revanche, oui, faire des pauses. Déjà, ça veut dire que c'est Israël qui a l'initiative. Oui, mais vous savez bien que c'est pas si simple que ça, parce que mon colonel, vous avez raison sur le plan stricto sensu militaire. Oui. Enfin, sauf que c'est une guerre contre le Hamas, mais c'est aussi une guerre avec des frappes qui tuent des citoyens innocents, des Palestiniens innocents. C'est ça le sujet. S'il y avait que des mercenaires ou des soldats du Hamas, finalement l'équation serait assez simple. S'il n'y avait que des mercenaires, s'il n'y a que des combattants du Hamas, Gaza serait rasé. Déjà. Mais ceci dit, donc la question fondamentale, c'est pourquoi les Américains ne sont pas du tout sur la position française et disent on ne peut pas aujourd'hui arrêter cette guerre. Ils veulent détruire le Hamas. Non, je pense que Emmanuel Macron n'a pas compris, n'a pas bien saisi véritablement dans quel contexte on se... Vous imaginez ce que vous dites, mon colonel? C'est énorme. Vous êtes en train de dire que le président de la République de la 5e puissance du monde n'a pas compris dans quel contexte se déroule cette guerre. Je pense que dans son esprit, cessez-le-feu, c'était effectivement une pause. C'est pas l'arrêt des combats. Blinken l'interprète comme étant, quand il dit voilà, il y aura à nouveau un 7 octobre. Trêve humanitaire, puis œuvrer un cessez-le-feu. Non, lui, c'est un geste politique futur. Mais c'est à usage interne. Il fait de la politique, Emmanuel Macron. C'est la position classique des Européens. Quand on écoute juste Elie Korchia qui n'a pas encore parlé, s'il vous plaît, Yves Tréhard. Elie Korchia, c'est vrai que quand les Américains s'expriment, ils expliquent bien que s'il y a cessez-le-feu, c'est un 7 octobre qui va se reproduire. C'est aussi leur crainte. Bien sûr, c'est évident. La position des Américains est pragmatique. Elle est pragmatique. Il n'y a pas de discours politique avec des messages de façon subliminale. C'est pragmatique. Ils savent très bien que une pause humanitaire, c'est une chose. Et elle existe, et vous avez raison, il y a ces corridors qui existaient déjà au cours de ces derniers jours et qui sont élargis, ce qui veut dire qu'Israël fait très attention justement à ce que le maximum de civils puissent partir. On sait qu'il y a déjà 1 million de civils qui ont quitté la bande de Gaza. Et on voit effectivement tout ce qu'Israël essaye de faire pour que le maximum de personnes puissent partir. D'abord parce qu'Israël sait qu'il est regardé dans cette guerre et qu'il sera jugé aussi sur la façon dont la guerre a été faite. Il ne faut pas se leurrer, mais il y a aussi un deuxième point qui est fondamental, c'est qu'Israël fait tout pour perdre le moindre éviter la perte humaine, le moindre soldat, chaque vie humaine. Et donc il sait très bien que s'ils arrivent à continuer leur opération qui va être longue, qui va être fastidieuse, avec une bande de Gaza le maximum dégagée des civils, où resteront les combattants et les familles, comme vous dites, qui veulent rester malgré tout, coûte que coûte, sur une zone de guerre, et ça c'est leur responsabilité, ils savent bien que ça permettra aussi qu'il y ait le moins de morts possible. Responsabilité, pardon, souvent, malheureusement, il faut dire les choses, les faits, elles restent parce qu'elles ont des personnes âgées qui peuvent pas se déplacer, qui peuvent... c'est tragique pour ces familles. Elles restent souvent... Je voudrais absolument... Eric, un dernier mot qui est très important, qu'il faut vraiment comprendre. Il y a aussi un double front. Il y a la guerre qui est menée pour éradiquer les infrastructures et les responsables et les leaders du Hamas, mais il y a aussi la guerre pour les otages. J'étais il y a 1 heure avec des familles d'otages que nous recevions à Paris. Vous savez, il y a un match de basket hier à Poel Tel Aviv contre le Paris Basketball. C'était la première fois qu'une équipe de sport
toute compétition confondue, israélienne, quitté le territoire israélien depuis la terrible journée du 7 octobre, et ils ont été accompagnés par des familles, et notamment des enfants qui ont perdu, j'étais avec un enfant qui avait perdu 2 membres de sa famille et des familles d'otages. Pour le match hier soir de basket. Oui, ils les ont accompagnés. L'équipe de l'Hapoel Tel Aviv a voulu faire sortir aussi, faire venir aussi quelques personnes pour leur changer un peu les idées, notamment des familles de victimes et des familles d'otages. Il faut bien comprendre que 240 otages. Oui. C'est aussi un combat fondamental d'Israël, et il ne peut pas y avoir non plus de cessez-le-feu, parce que le combat pour ramener les otages est aussi un des fronts essentiels pour Israël en ce moment. Attendez les amis, il était inconcevable qu'on n'écoute pas les Palestiniens. Je vous propose d'écouter Mohamed Shtayyeh, qui est le Premier ministre de l'autorité palestinienne. On fait quelques kilomètres, hein. On va en Cisjordanie, on quitte Gaza, et il s'est exprimé de façon assez forte, et il faut que nous écoutions sa voix. Combien de Palestiniens doivent mourir pour que la guerre s'arrête? Est-ce que 6 enfants tués toutes les heures seront suffisants? Est-ce que 4 femmes tuées par heure suffiront? Suffira-t-il de tuer 10 000 personnes en 30 jours? C'est plus que les personnes tuées en Ukraine en 530 jours. Suffira-t-il de blesser 25 000 personnes? Certaines d'entre elles mourront à cause du manque de médicaments. Un mois sans médicaments, sans eau, sans électricité, sans abri, sera-t-il suffisant? La destruction de 240 000 logements sera-t-elle suffisante? Yves Tréhard. 2 remarques. D'abord, c'est le Premier ministre de l'autorité palestinienne, et qui n'est pas du tout en odeur de sainteté, il faut le savoir, aux yeux des militants et des responsables du Hamas, puisque l'autorité palestinienne a surtout une autorité, et encore toute relative, sur la Cisjordanie, alors que le Hamas dirige... Et donc c'est plutôt les héritiers de l'OLP, c'est le Fatah. C'est le Fatah. Il ne faut pas oublier, moi cette histoire m'a glacé d'effroi, que quand ils ont pris le pouvoir, le Hamas, ils les ont jetés pour faire vite, si du 4e étage du bâtiment public. Il y a eu une guerre fratricide entre le Fatah et le Hamas à l'intérieur de Gaza, quand les Israéliens sont sortis de Gaza, et le Hamas a tout de suite revendiqué un héritage, je dirais, qui n'est pas un héritage d'ailleurs, un militantisme religieux, alors que le Fatah est resté, lui, dans son combat nationaliste, même si... plutôt laïque. C'est plutôt laïque. Oui, enfin, plutôt laïque. Tout ça est quand même très schématique, ce que je viens de dire, parce que la religion a quand même... Non, mais il faut dire que le Hamas a pris... Religieux. A pris ceux qui dirigeaient, qui avaient été élus légalement à la tête de Gaza pendant des années, les a pris par la chemise et les pantalons, et les a jetés un par un par le balcon du 5e étage du bâtiment. Et il les a tués. Il les a tués. Voilà. Et il y a eu des dizaines, je crois même des centaines de cadres du Fatah palestinien. Ça a été une guerre de fratricide. Oui. Et d'ailleurs, les 2 personnalités qui aujourd'hui... auquel on pense, on se dit peut-être, mais bon, tout ça est tout à fait chimérique, pour reprendre un de vos termes, c'est Mohamed Dahlan, qui est considéré comme... Il est en prison, emprisonné par les Israéliens, et il pourrait être considéré comme un interlocuteur valable, justement. Et puis vous avez aussi Barghouti, qui est considéré aussi encore plus, d'ailleurs, beaucoup plus que Dahlan, comme un interlocuteur. Alors, un interlocuteur. Ces gens-là sont des gens qui appartiennent à l'OLP, enfin l'autorité palestinienne. Quand vous dites des interlocuteurs valables, pour commencer à réfléchir sérieusement à la constitution d'un État palestinien, c'est ce que vous voulez dire? Non, pour la paix, juste pour la paix. De ce bourbier dans lequel soyons pas trop ambitieux. Et reprendre Gaza éventuellement quelques mois. Je voudrais reprendre la conversation là où on l'a laissé avec le Premier ministre palestinien et de l'autorité de la palestinienne et ce qu'il dit. Qu'est-ce qu'il dit en fait? Il joue. Alors là, je vais faire un parallèle qui est... On est en train d'assister aujourd'hui, entre la Russie et l'Ukraine, à une guerre très longue, où on voit très bien que finalement, le soutien à l'Ukraine pourrait se diluer dans le temps et la longueur. Et c'est ce que cherchent, par-dessus tout, les Palestiniens dans le conflit qui les oppose aux Israéliens. C'est-à-dire qu'ils jouent
là. On le voit très bien. Et toutes ces négociations, tous ces Vous appels... parlez du Hamas, pas de Le la- Hamas, bien sûr. Non, mais les Palestiniens aussi, parce que l'autorité palestinienne s'est mise du côté du Hamas finalement dans le verbe. Ils ont mis dos à dos. Et, C'est voilà. différent. Et donc, ils cherchent absolument à jouer sur le temps. Et c'est ce qu'ils essayent de produire comme effet vis-à-vis de l'opinion internationale. Non, mais ça, c'est très important. Parce que c'est pas une affaire de jours. L'affaire... non, c'est les mois, on va en parler. Les tunnels, c'est les on mois. va assister à ça pendant des jours, des semaines et des semaines. Et ça va être très long. Et l'opinion internationale, il faut jamais la mettre de côté, peut peser énormément. Voilà, je voudrais juste qu'on revienne à ces bombardements et ces conséquences. Et là, j'aurais besoin de vos lumières, colonel. Le ministère de la Santé en Palestine, donc on le rappelle, qui est sous l'autorité du Hamas, évidemment, annonce aujourd'hui près de 11 000 morts, 10 800 précisément. Quasiment la moitié concerne des enfants. Il y a plusieurs dizaines de milliers de blessés. Alors, évidemment, on ne peut pas vérifier ces chiffres de façon totalement indépendante pour le moment. Mais l'ONU parle d'un cimetière pour enfants. John Kirby, donc chez les Américains, affirme qu'il y a plusieurs milliers de morts civiles à Gaza. Donc ça, c'est une certitude, il y a beaucoup de victimes, colonel. Est-ce qu'il y a une façon d'éradiquer le Hamas, mais en essayant de préserver le plus de victimes possible? Là, c'est pas tout à fait le cas. Oui, c'est vrai. Alors oui, il y a des milliers de victimes civiles, Préserver incontestablement. le plus de vie. Qu'est-ce que j'ai dit? Voilà. Et je veux dire... Préserver le plus de vie, évidemment. Oui, alors ces 10 000 morts, c'est civils et combattants. Il faut toujours le rappeler, et combattants du Hamas, qui sont inclus. Donc la première chose, oui, la campagne de frappe israélienne a été extrêmement violente, et à mon sens d'ailleurs très excessivement violente. L'armée de l'air israélienne a dit, voilà, première semaine, nous avons largué 6 000 bombes. Alors les bombes, il y en a de différents types, mais en gros, ça équivaut à entre 1000 et 2000 missiles russes. On a commenté régulièrement les frappes, les salves de missiles qui tombaient par 80, par 100 dans une journée, etc., en expliquant combien c'était terrible. Vous imaginez 1500 missiles tombant en une semaine sur 360 km². C'était ça, la première semaine. Et ça dure depuis un mois. Après, c'est régulé, mais ça dure depuis un mois. On a dit 1 an d'Ukraine. Quasiment. Non, c'est 20 000 morts à peu près. On estime 20 000 morts civils en Ukraine. Donc on n'est pas encore là. Il y a plus d'une semaine, moi j'avais estimé. Non, mais il parlait de. Des missiles. Il parlait des missiles de l'intérieur. Oui, pardon, oui. Non, je parlais des munitions. On parlait Oui. 1 an de munitions d'Ukraine. 1 an de missiles lancés sur l'Ukraine, lancés en 15 semaines. Attendez, c'est énorme. J'ignorais cette information. Je répète ce que vous venez de dire. En une semaine de bombardement de la bande de Gaza par l'armée israélienne, en 2 semaines, il y a eu l'équivalent en bombes de ce que les Russes et les Ukrainiens se sont échangés pendant un an. Ce que les Russes ont lancé comme missiles sur la ville ukrainienne. D'accord. Commentez, donc, alors, je récapitule. En 15 jours de bombardement de Gaza par les Israéliens, il y a eu l'équivalent de un an de ce que les Russes ont envoyé sur les villes ukrainiennes. Oui, à peu près. Merci de l'info, je l'ignorais. C'est incroyable. Et plus que pendant toute la guerre d'Afghanistan, je crois. Probablement, oui. Écoutez, 6 000 bombes, vous prenez 100, 200 kilos d'explosifs par bombe, ça équivaut à 1000, 1500 missiles russes. Et donc pour des vous, missiles calibre, etc. Donc c'est énorme, on aurait c'est pu violent. faire autrement. Il y a une semaine, j'ai été beaucoup critiqué pour ça, mais il y a une semaine, j'ai fait un calcul statistique en disant, voilà, nombre de frappes. Si on reprend tout ce qui s'est fait précédemment, parce que hélas, c'est pas la première fois, donc tout ce qui s'est fait précédemment, on dit, voilà, il y a tant de frappes, donc ça fait statistiquement à peu près tant de victimes. Moi, j'ai estimé il y a une semaine que ça pouvait faire, si on respectait les mêmes règles d'engagement, les mêmes précautions, on va dire comme ça, que dans les conflits, dans les campagnes précédentes, ça aurait abouti à peu près à 3500 morts à l'époque où le ministère de la Santé de Gaza parlait de 8000. Et ça, c'était si on respectait les mêmes règles d'engagement. Or, et maintenant tout indique que en fait c'est pas du tout le cas. Voilà. Donc j'ai été beaucoup trop restrictif et qu'en réalité oui il y a des milliers de morts civiles. Ah oui, vous faites en quelque sorte amende honorable. Oui, tout à fait. Et vous dites que contrairement à ce que vous pensiez la semaine dernière, il y a eu plus de morts. Bilan à la hausse. Palestiniens, gazaouis que ce que vous imaginez. Oui, civils et combattants. Combattants, j'allais dire, on s'en fout, c'est normal. Civils, non, c'est pas normal. Donc, pour reformuler encore les choses, ce mouvement terroriste qu'est le Hamas, qui a fait le 7 octobre, n'est pas forcément dans le mensonge
délirant quand il dit il y a 10 800 morts en ce moment à Gaza. Oui, c'est effectivement très possible. C'est très possible. Voilà. Maintenant, sur votre question, est-ce qu'on aurait pu faire autrement ? Oui. Oui, incontestablement. Je suis désolé. Ça veut dire quoi ? Les Israéliens tapent trop fort ? Oui. Oui, c'est ce qu'il dit. Ah oui. Les Israéliens tapent trop fort ? Oui. Expliquez, développez. Non, je veux dire que leur campagne de frappe, pour moi, est disproportionnée. C'est à la fois... c'est aussi contre-productif. C'est-à-dire, déjà, c'est une immense campagne de recrutement pour fabriquer des ennemis d'Israël. Voilà, quand vous voyez vos enfants tués dans un bombardement, même si on vous dit non, mais c'était pas notre intention, etc. Qu'est-ce que vous faites ? Vous prenez les armes et puis vous allez combattre Israël, quoi. Forcément. Donc là, on a fabriqué, avec ça, vous fabriquez des centaines et des milliers de futurs combattants contre Israël, même pas forcément avec le Hamas, mais contre Israël. Et puis, non, on peut faire autrement. Je veux dire, à chaque fois je cite cet exemple, mais vous avez 10 malfaisants, 10 terroristes qui viennent faire un truc abominable, qui prennent des otages, qui se réfugient dans un immeuble de 1000 personnes. Pour situer à peu près la même proportion, vous ne bombardez pas l'immeuble pendant un mois. Vous envoyez le GIGN, vous envoyez des gens, les prendre des risques, aller les chercher. Sauf si vous êtes Vladimir Poutine, souvenez-vous, il y a quelques décennies. Éventuellement. Non, ce que je veux dire, c'est que cette campagne terrestre me paraît dire beaucoup plus légitime, beaucoup plus efficace, en tout cas, aussi. Alors, je vais dire simplement, juste un dernier point. Voilà. Oui, un mois de bombardement, des milliers de morts civiles pour avoir peut-être affaibli le Hamas de 10 à 15%. Et Élie Korchia, je prolonge ce que dit à l'instant le colonel Goya. Prolongeons. Qui est décidément un sacré iconoclaste. Derrière sa mise assez convenue, voire un tantinet bourgeoise, Goya est un punk. Voilà. Élie Korchia, un certain nombre de juifs pacifistes de gauche, d'Israéliens pacifistes de gauche, je pense par exemple à un personnage atypique comme Ronnie Broman, disent avec cette offensive brutale, Israël met en danger beaucoup de juifs qui vivent en dehors d'Israël, en France, aux États-Unis, ailleurs. Ça, c'est pas totalement faux. Éric Brunet, on va pas parler de ceux qui sont des commentateurs de salon. Ceux qui sont ici en France, bien protégés, bien à l'abri de tout et bien à l'abri des atrocités qui ont été commises en Israël. Vous me parlez de Ronnie Broman, mais il faut aller en Israël. Toutes celles et ceux qui ont été en Israël depuis le 7 octobre, j'étais en Israël il y a 15 jours. J'ai été dans les camps de Shura, j'ai été voir les kibboutz meurtris dont quasiment tout le monde prônait la paix avec les Palestiniens. Il faut bien comprendre ce qui s'est passé là-bas. On ne dit pas qu'il n'y a pas eu de tragédie. Non. Quand j'entends oui, il faudrait, mais aujourd'hui, le pays tout entier, de la gauche, il n'y a même plus de camp politique. Ils ont tous un seul objectif. Évidemment qu'ils espèrent la paix, mais il y a un seul objectif aujourd'hui pour eux, c'est la survie du pays et éviter qu'ils se retrouvent avec d'autres attaques comme ce jour de mini-Shoah qu'il y a eu le 7 octobre 2023. Donc pour prolonger, puisqu'on voulait prolonger les choses, moi j'entends ce que dit le colonel Goya. Mais je vais vous dire, je pense qu'à un moment donné, Israël, quand ils prennent la décision avec le cabinet de guerre, donc l'opposition, la majorité, que ce soit Yoav Gallant, Benny Gantz ou Benjamin Netanyahou, quand ils prennent cette décision de faire des bombardements, c'est pour éviter aux fantassins, à la force terrestre, quand ils rentrent sur place, d'essuyer des pièges, des bombardements, des explosifs et des centaines de vies. Et je voudrais juste avoir un petit mot, parce que je vais vous donner un élément que vous n'avez pas ce soir. Vous savez, il y a des soldats, malheureusement, même avec toutes les précautions qu'ils prennent, il y a des jeunes soldats, ce sont des jeunes filles et des jeunes garçons en Israël qui vont combattre tous les jours. Et en ce moment, au moment où on parle, il y a un enterrement en ce moment d'un soldat. Et c'est un jeune Français. Oui. C'est un jeune Français qui s'appelle Benjamin Elmkayes. Et je voulais le dire par rapport à sa famille, c'est une famille de Rosny-sous-Bois, vous voyez, pas très loin d'ici. Et Benjamin, il était parti en Israël après ses études. Et il s'est retrouvé enrôlé pour cette guerre. Et il est mort hier soir et son enterrement, c'est ce soir en ce moment. Et c'est un jeune qui devait se marier le 5 novembre avec sa jeune fiancée. Il devait se marier le 5 novembre et malheureusement, il ne se mariera pas. Et sa famille et tous ses amis sont en train de l'enterrer au moment où on parle. Pourquoi je dis ça ? Derrière chaque vie humaine perdue, les Israéliens et Tsahal doivent tout faire et préparer le terrain pour qu'il y ait le moins de soldats morts. Et donc quand vous disiez, oui, il y a des frappes fortes, mais c'était aussi pour permettre
aux forces terrestres de rentrer en essayant de perdre le vrai moins dilemme. possible. Oui. C'est un dilemme. Non, mais ça veut dire que Oui. vous transférez le risque des soldats sur les civils. C'est ça que ça veut dire. Moi, j'ai tendance à penser que les soldats sont là pour prendre le risque sur eux. Le risque par rapport à leur propre population, évidemment, mais aussi par rapport à la population, de toutes les populations. Quand je donnais l'exemple du GIGN, quand on envoie le GIGN, il prend des risques. Les gens, ils prennent des risques, mais c'est aussi pour éviter que les autres en prennent. Vous voulez dire que c'est plus risqué pour les soldats que pour la vie des civils, en fait? Non, mais ce que je veux dire, voilà, en bombardant massivement, effectivement, on transfère le risque des soldats. Alors oui, on n'aurait pas eu cette campagne bombardement, mais ça aurait été plus compliqué, un peu plus compliqué pour les soldats israéliens. Il y aurait eu plus de soldats israéliens qui seraient tombés incontestablement, mais ça a été au prix de milliers de pertes. Deux choses quand même. Est-ce que on peut regarder ce responsable de l'ONU qui... je voudrais qu'on l'écoute parce que la petite musique Israël égale crime de guerre, elle commence à monter. Et quand ça vient de quelqu'un de l'ONU, bien évidemment, on est obligé de prendre cela en considération. Est-ce qu'on a ce petit son, s'il vous plaît? Le voici. Sur Inter. La punition collective infligée par Israël aux civils palestiniens constitue également un crime de guerre. Tout comme l'évacuation forcée illégale de civils. Le dernier bilan du ministère de la Santé de Gaza fait état de plus de 10 500 morts, dont plus de 4 300 enfants et 2 800 femmes. Gaza a déjà été décrite comme la plus grande prison à ciel ouvert du monde avant le 7 octobre, sous une occupation vieille de 56 ans. Et le blocus imposé par Israël depuis 16 ans. Pour quelle raison l'ONU est à ce point anti-israélien? C'est pas tabou ce que je dis. Si vous voulez, moi je crois qu'il y a quand même une incompréhension totale de ce qui s'est passé le 7. Mais ils sont complètement hors sol et hors sujet, quoi. Ils se rendent pas compte. Ils ne se rendent pas compte c'est deux planètes du traumatisme qu'il y a eu dans la population israélienne qui a été attaquée par des terroristes qui les ont massacrés parce que personne ne verra jamais les images en dehors des militaires, de quelques politiques et de quelques journalistes. Mais massacrés, quand vous regardez les vidéos que je n'ai pas vues, mais qu'on m'a racontées, mais c'est inregardable. Ouais, c'est immonde. C'est absolument immonde. Vous pouvez demander à Margot Haddad. Margot, vous les avez vus? Margot les a vus. Ouais. Mais et il y en a encore qui ont été montrés. Il y en a d'autres qui vont être montrés d'ailleurs prochainement aux élus français, aux députés français, la semaine prochaine, je crois. Toujours est-il que personne ne se rend compte, peut-être en dehors des Israéliens, qui ont toutes les familles israéliennes qui ont été touchées de loin ou de près par ce qui s'est passé, Non, mais bien sûr. du traumatisme qui a eu lieu. Ça n'a rien à voir et ça n'a rien de comparable avec tout ce qui a jamais existé. C'est 100 Bataclan, si on prend les proportions de population. Certes, mais j'aime pas comparaison n'est pas raison. Non, mais pour les Français, c'est important de voir... Vous dites c'est quoi? Vous dites c'est 100? Ça serait 100 Bataclan, en termes de population, si on fait la énorme. population. Comment on peut, et c'est pour ça que je disais tout à l'heure que le défi d'Israël aujourd'hui, ça va être tenir dans la durée sur la gravité de ce qui s'est passé. Parce que plus le temps va passer, moins ça va être grave, et plus l'action de l'armée israélienne, sans parler de ce que vient de dire le colonel, qui est vrai, parce que après ça c'est de la stratégie, est-ce qu'ils ont raison, est-ce qu'ils n'ont pas raison, mais évidemment qu'ils ne vont jamais arrêter tant qu'ils n'auront pas éradiqué le Hamas. Alors, on ne tue pas une idéologie, c'est bien ça le problème, c'est que l'idéologie, elle va rester. Et que la crainte, c'est que justement, en tapant tel qu'ils le font, eh ben cette idéologie, la démultiplie. C'est le risque. Donc c'est gagner du temps. C'est gagner... Non, mais ce que disent certains... Non, ça va même plus loin, parce que vous dites d'une certaine façon, finalement, c'est un combat perdu d'avance. Vous dites. Non, je ne sais pas si c'est perdu d'avance, je ne le souhaite pas. Mais c'est horriblement compliqué. C'est horrible. Oui, Margot Haddad. Horriblement compliqué. Ce qui est étrange, c'est que on ne parle pas de génocide ou de crimes contre l'humanité, à part Mme Colonna qui l'a dit sur une radio, concernant les massacres du 7 octobre. Qu'est-ce qui différencie un crime de guerre d'un crime contre l'humanité ou d'un génocide? C'est l'intentionnalité. Dans les massacres du 7 octobre, vous avez des membres du Hamas qui rentrent à l'intérieur d'Israël
pour tuer des juifs. Et il y a cette volonté de tuer, de faire du mal, c'est-à-dire que, on parlait des vidéos que j'ai pu voir, des enfants brûlés, des personnes décapitées, il y a des horreurs qui ont été commises après avoir tué ces civils-là, des civils. Dans ce qui est le crime de guerre, c'est quand on déroge aux lois de la guerre. C'est des crimes commis en conflit et qui ne vont pas dans le même ordre que les lois de la guerre de l'accord de Genève. Crime contre l'humanité, c'est quand on touche à la population civile, ça englobe quoi? Le viol, la torture. Donc prouver ça, ça va être fait par la Cour pénale internationale, mais on balance ces mots de génocide, de crime de guerre, de crime contre l'humanité, sans comprendre ce qu'il y a derrière. Où est l'intentionnalité dans les représailles d'Israël à Gaza? Où est l'intentionnalité? Est-ce qu'il est possible de prouver à l'heure actuelle qu'Israël veut tuer des enfants, veut tuer des civils? En tous les cas, ce n'est pas dans le discours de l'armée israélienne. Dans le discours du Hamas, il y a une volonté d'éradiquer les Juifs, d'éradiquer l'État d'Israël, et surtout, quand ils entrent au sein même des kibbutz, dans le sud d'Israël, avec une population qui est de gauche, qui veut la paix, qui veut une solution à 2 États, eh bien là, on veut tuer et on veut faire du mal en tuant des enfants devant les parents Bien ou sûr. autres. Mais ce qui est notamment reproché à Israël, c'est de bombarder des zones où il y a des centaines des dizaines de milliers de civils. Mais quand même, n'est pas la même. Alors, regardez. Ce commissaire principal de l'UNRWA, c'est quoi? C'est les Nations Unies. C'est les Nations Unies. UN. Alors, ce matin, il est passé, je crois, sur France Inter. Il a beaucoup ému. Écoutez-le. Je suis rentré à Gaza en fin de semaine dernière. Ça a été coordonné, ça a pris beaucoup de temps pour que je puisse y entrer. Et c'est vrai que après ma visite, j'ai dit que c'était une des journées, les plus tristes de ma carrière d'humanitaire. Les enfants faisaient la file pour avoir une demi-bouteille d'eau. L'eau, il n'y avait plus que des gouttes qui tombaient du robinet. Et effectivement, leur gestuelle était de dire « donnez-moi de l'eau ». C'est vrai que, c'est infiniment épouvantable de voir des enfants qui n'ont pas de quoi boire. Mais au regard de ce que nous évoquions il y a quelques instants, c'est-à-dire la violence du 7 octobre et la question des morts palestiniens à Gaza sous les bombes, j'ai presque envie de dire que c'est un peu secondaire. La tragédie que vivent les morts, les blessés palestiniens est bien au-dessus. Et ça, c'est une vraie question que nous posons là maintenant, celle du crime de guerre, je vais vous la poser à vous. Et puis la tragédie du 7 octobre qui a été rappelée, bien évidemment. Il y a une tragédie le 7 octobre, que ça reste pas tragique. Mais sur cette question de crime de guerre, parce que l'actualité passe de jour en jour, et maintenant, cette question des crimes de guerre qui seraient perpétrés par Tsahal, elle émerge dans le débat public. Comment vous, personnalité française juive, vous vous emparez de ce sujet ? D'abord, je vous réponds aussi en tant qu'avocat, parce que Margot Haddad avait tout à fait raison de bien séparer les termes. On balance des termes comme ça de façon on galvaude beaucoup de termes. Entre génocide, crime contre l'humanité, crime de guerre, on est sur des choses complètement différentes. Et effectivement, il y a un critère juridiquement qui est fondamental, c'est l'intentionnalité. Et effectivement, il faut une systématisation aussi des crimes, que vous n'avez pas évidemment là. Quand on voit tout à l'heure les couloirs humanitaires et quand on voit le travail qui est fait depuis un mois par Israël pour faire partir le maximum de civils et accompagner le maximum de civils pour qu'ils quittent la zone de guerre et de bombardement, on ne peut pas vraiment dire qu'il y a une volonté évidemment systématique de tuer. Mais là, on est sur un crime contre l'humanité par rapport à ce qui s'est passé avec le Hamas. Quand on parle des morts qui ont été faits, c'était une volonté non seulement de tuer, mais ça a été dit, avec une barbarie et une cruauté comme on n'a jamais vu depuis la Seconde Guerre mondiale. Qu'est-ce que vous avez à dire sur l'ONU qui n'en rate jamais une dès lors qu'il s'agit d'Israël? L'ONU, malheureusement, on désespère évidemment des positions de l'ONU parce elles sont devenues tellement systématiques. Mais pour quelle raison contre Israël? Pourquoi? Parce que les Nations Unies, parce qu'il y a beaucoup de pays arabes, c'est une espèce de réalité de déséquilibre arithmétique. C'est une réalité entre les positions pro-arabes qui sont prises par l'ONU et surtout, ça devient... C'est même plus la question que ce soit des positions pro-arabes. Le problème, c'est que c'est devenu des positions totalement asymétriquement anti-Israël. Et ça, c'est pas supportable. Je voulais dire juste un dernier mot sur le crime contre l'humanité. Il faut savoir qu'au moment où on se parle, j'étais tout à l'heure avec l'ambassadeur, le représentant de l'ambassade d'Israël en France, il y a plus de 150 corps
qui n'ont toujours pas été identifiés et pu être remis aux familles depuis 1 mois, tout simplement parce qu'ils ont été brûlés ou découpés dans des conditions telles que même avec les rayons X, même avec les scanners et tous les types d'empreintes, ils n'ont toujours pas pu restituer aux familles les corps qui n'ont pas pu être encore identifiés. C'est ça la tragédie du crime contre l'humanité. Je voudrais ajouter 2 choses. La première, c'est que le Hamas, qui peut être poursuivi pour crime contre l'humanité, c'est crime contre son propre peuple. Parce que le Hamas, il prend qui en otage? Mais il prend son peuple en otage. Il prend le peuple palestinien en otage. Et toutes ces opérations-là qui consistent à exfiltrer la population civile de la zone nord de la bande de Gaza, c'est quand même que cette population civile, elle est prise en otage par le Hamas qui se planque derrière eux. Vous avez vu comme c'est le propre du terrorisme. Vous faites un hors-sujet? On est en train d'essayer de parler des frappes sur Gaza. Oui. Ouais, on est en train de parler. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de vous entendre sur un point. Est-ce que l'ONU délire quand l'ONU évoque... Mais je suis en train de vous répondre. Vous parlez du Hamas. Mais je vous parle du Hamas par rapport à l'ONU, évidemment. C'est que l'ONU, s'il était courageux... D'abord, l'ONU, c'est vrai, en plus, il se venge un peu, parce que Israël a probablement été un des pays qui écoute le moins les résolutions. Elle ne respecte pas les résolutions en même temps. Il y a un conflit entre l'ONU et Israël. Il y a un conflit qui est depuis... traditionnel. Qui est traditionnel. Ça, c'est une chose. Mais deuxièmement, ce que je veux dire par là, c'est que l'ONU oublie une chose, c'est de condamner ce mouvement terroriste qui élimine son peuple. Et pas un mot de l'ONU sur les otages. On n'entend rien. Il n'y a pas un mot de l'ONU sur les 240 otages de plusieurs nationalités. Et disons-le aussi, rappelons-le, 9 franco-israéliens qui ont la nationalité française. Il n'y a pas un mot de l'ONU par rapport à la situation des otages qui sont cachés par le Hamas dans les tunnels. Les amis, maintenant, il faut qu'on parle justement des tunnels. C'est le tunnel, voilà. On en sait plus sur les méthodes employées par l'armée israélienne pour détruire ces fameux tunnels. Et si on en sait plus, c'est grâce notamment à ce reportage édifiant de notre confrère Jean-Philippe Rémy, qui est envoyé spécial à Gaza pour le journal Le Monde. Pendant près de 2 heures, il a pu pénétrer à l'intérieur de l'enclave palestinienne et suivre une unité militaire israélienne. C'est la première fois d'ailleurs que des médias européens peuvent le faire depuis le 7 octobre. Il s'est rendu où? À Beit Hanoun, dans le nord-est de l'enclave. 35 000 habitants avant la guerre. Aujourd'hui, il ne reste plus rien de la ville. Ça a été quasiment rasé. Ce qu'il reste en revanche, ce sont les réseaux de tunnels que Tsahal s'applique à détruire. Alors, on va suivre une brigade qui est chargée de repérer les entrées et les sorties de tunnels. Vous allez le voir, ces tunnels, ils peuvent se dissimuler n'importe où. Nous sommes dans la zone du parc d'attractions. Enfin, avant, il y avait un parc. Vous pouvez voir les installations. Voici l'engin qui nous protège. Ici, la grande roue. Il y avait une zone pour les enfants. Et ici, il y a une entrée de tunnel. Une entrée de tunnel située à proximité du parc et de la grande roue. Voilà, donc sur l'image, vous avez découvert un conduit. Vous avez sans doute envie de voir à quoi ça ressemble à l'intérieur. Oui, volontiers. Alors on y descend à l'aide d'une échelle. Les soldats descendent dans ce tunnel où il y a également des tuyaux d'eau. Voilà, on voit ces tuyaux d'eau sur les côtés. Au fond du conduit, il y a des couvertures. Les galeries sont numérotées pour qu'on puisse un peu s'y retrouver et comprendre comment on se repère dans ce vrai labyrinthe. Et vous avez des grandes salles comme celle-ci où l'on peut se tenir debout. C'est fait a priori pour stocker du matériel ou même ce sont des salles de vie. Alors, on s'est demandé comment l'armée israélienne détruisait ces tunnels. Une fois qu'elle les a repérés, eh bien pour la première fois, elle les montre en images à l'aide de ceux-ci, des bulldozers Caterpillar D9. Je ne suis pas experte, vous me dites si je fais une erreur, colonel. Hein. Bon. Ils sont entièrement blindés, ils sont montés sur des chenilles, ils mesurent 4 mètres de haut, ils pèsent 60 tonnes et ils sont équipés de mitrailleuses et d'une gigantesque pelle à l'avant. On va maintenant voir comment ces bulldozers sont en action. Là, c'est publié par l'armée israélienne grâce à la pelle. Alors, vous enlevez la terre et les gravats. Ils sont soulevés pour dégager notamment l'entrée. Et ensuite vient le moment de la démolition. Alors là, vous avez les soldats qui vont aller au niveau des ouvertures, des entrées des tunnels, voilà, et qui vont tout simplement, j'ai envie de dire, déposer des charges explosives seulement quelques mètres après les entrées. Et là, ça provoque de gigantesques explosions. Alors,
On l'a dit, ça peut être partout, dans les jardins, dans les maisons, sous les hôtels, sous les commerces, parfois même au milieu de rien, au milieu du désert. Et l'armée israélienne affirme que ces explosions peuvent entraîner l'effondrement du conduit sur plusieurs dizaines de mètres. Et jusqu'à présent, 130 tunnels ont été détruits. Vous connaissez un petit peu ces tunnels, ces installations, c'est dingue. Alors, il y a certaines pièces souterraines qui font plusieurs dizaines de mètres de hauteur. C'est-à-dire, il y a des trucs absolument gigantesques. Il y a des endroits où deux véhicules peuvent se croiser, il y a des routes, il y a des chemins, il y a des pièces à vivre, il y a des endroits où on peut vivre, travailler, dormir. Tout ça est... il y a des systèmes d'aération très performants. C'est-à-dire qu'ils ont dépensé des centaines de millions d'euros pour fabriquer cette ville souterraine, mon colonel. Il faut des années pour faire ça aussi. Pour fabriquer un tunnel, il faut plusieurs mois déjà, un seul. Donc vous avez ce qu'on appelle le métro, donc c'est un peu l'organisation centrale juste en dessous de la ville. Puis après, vous avez des tunnels qui partent. Vous avez beaucoup de tunnels. Au départ, c'était surtout ça d'ailleurs. C'était des tunnels de contrebande qui permettent de passer sous la frontière égyptienne et de faire passer tout un tas de choses. C'est une sorte de poumon qui permettait de contourner le blocus. Et vous avez ce qu'on appelle aussi des tunnels offensifs. Ce sont des tunnels comme ceci, et qui vont jusqu'en Israël et qui permettent à des commandos d'aller faire des raids, de passer la barrière, de faire des raids. Donc c'est un réseau, un labyrinthe qui est extrêmement complexe, qui est très difficile à déceler. Vous voyez, les ouvertures, c'est tout petit, il faut tomber dessus, quoi. Donc les Israéliens ont essayé beaucoup de méthodes, les radars, ils ont essayé, on fait de l'écoute au sol pour savoir si on entend des gens passer dans des tunnels. À un moment, ils avaient même essayé une méthode de l'industrie pétrolière, c'est de faire des explosions et de voir les ondes, de savoir où ça tombe, mais c'est très compliqué. Au bout du compte, on s'aperçoit que il faut trouver les trous. Il faut trouver les trous. Et puis là, la deuxième difficulté, c'est qu'est-ce qu'on fait à l'intérieur. C'est évidemment extraordinairement dangereux. C'est extrêmement risqué d'y aller. Voilà. Et c'est pour ça qu'on fait appel normalement à une unité, un bataillon, le bataillon Yahalom, et une compagnie spécifique, Samur, ça veut dire les belettes, qui est spécialisée dans ce combat particulier, qui ont des équipements particuliers, avec des chiens aussi, souvent. Est-ce que là, je vous interromps, mais est-ce que là, quand l'armée israélienne a découvert ces entrées de tunnels, moi je crois que ces entrées beaucoup plus comme des entrées du métro. Moi je me disais il y avait quelques escaliers. Là ce sont carrément des puits. Des puits. Oui. Bon, est-ce que là elle a trouvé à l'intérieur des tunnels de l'opposition armée avec des combattants de... C'est possible. Pour l'instant on n'a pas d'informations. C'est évidemment extraordinairement dangereux. Donc c'est là où on utilise aussi beaucoup de robots par exemple pour aller faire la reconnaissance. La reconnaissance dans un milieu urbain en général, c'est le job le plus dangereux. Aller chercher l'ennemi. Vous avez 2/3 des soldats qui sont tués en allant simplement chercher l'ennemi. Et donc, après, la dernière phase, c'est la destruction. Alors, on utilise ce qu'on appelle l'émulsa, c'est un explosif liquide qu'on met par tonnes dans l'intérieur des tunnels. On les fait exploser. Comme c'est un matériau assez sablonneux, ça s'effondre normalement tout de suite. Le but, c'est de les boucher. Oui, c'est de les boucher. C'est dans l'un de ces tunnels qu'ils sont allés libérer une soldate. Il y a quelques semaines. Oui, c'est possible. Oui, vraiment, la première. Absolument dingue. C'est quoi? C'est des centaines de kilomètres de... 500. Combien? 500. On parle de 500 kilomètres de tunnels souterrains qui ont coûté, vous avez parlé de centaines de millions, je pense même qu'on peut peut-être même parler de milliards. C'est toute l'aide qui a été détournée. Exactement. Vous pensez, ça a été dit plein de fois. C'est prouvé, c'est les 2/3 de l'aide qui a été apportée à Gaza qui a été détournée pour construire. Mais c'est pour ça. On regarde d'ailleurs, regardez tous les quartiers de Gaza qui ont différentes couleurs. Et si vous scrutez bien, sous la couleur, vous voyez des traits. Voilà. Ce ne sont pas des rues ou des boulevards, ce sont les plans des différents tunnels construits par le Hamas. C'est des centaines de millions d'euros, vous dites même plusieurs milliards peut-être. Oui. C'est pour ça que si on a rappelé il y a quelques minutes les milliers de pertes de civils à Gaza dues à toutes ces opérations, et c'est extrêmement important pour dire les choses de tous les côtés, les faits. Mais si on s'arrête sur ce sujet, cette partie-là, c'est que, en tout cas moi, j'ai trouvé ça, c'est extrêmement important pour comprendre pourquoi toutes ces opérations vont durer peut-être des mois. Parce que quand, au départ, Israël a dit c'est une guerre qui va être longue, très difficile et qui va durer des mois. On peut se dire sur un territoire qui est grand comme... qui est moins grand que Paris, qui est moins grand que le Grand Paris. C'est petit la bande de Gaza. On aurait pu dire ça va être... pourquoi des mois? Vous imaginez s'ils retournent le sol
de tout. Ça va être tout le C'est plus grand nord. que Paris. Hein. Ne venez pas me chercher sur la, Non, la géographie. Le Grand Paris. Le Grand Paris. J'ai dit Grand Paris. 41 km sur 9. Entre 12 9 et et 6. 11. Entre 12 et 6, voilà. Bon, donc, si ça dure 6 à 8 mois, c'est effectivement, et c'est pour ça que ces images qu'on a vues, ces pelleteuses et autres, montrent à quel point tout ça est difficile et pourquoi il est hors de question de cesser le feu. Parce que cesser le feu, ça voudrait dire arrêter ce travail qui va peut-être prendre des mois et des mois. Là, on est dans le concret, hein, vraiment, remuer la terre pour avoir les tunnels. Ce que l'on voit sur les images, c'est que le Hamas se cache sous la population civile parce qu'on voit les tunnels qui sont sous des maisons, des écoles, des sous hôpitaux, le parc d'attractions même qu'on avait vu tout à l'heure. Pas que le Hamas, aussi le djihad islamique se cache à l'intérieur de ces tunnels. Il faut savoir qu'en fait ces tunnels permettent aussi au Hamas d'être épargné par la reconnaissance aérienne d'Israël. C'est une technique qu'Israël maîtrise à la perfection et justement en étant dans ces tunnels, ils ne peuvent pas être reconnus. C'est pour ça que les bombardements en fait servent à taper pour que les membres du Hamas sortent justement des souterrains pour qu'on sache où est-ce qu'ils se trouvent et pour que enfin les forces terrestres puissent rentrer au bon endroit. Le problème, c'est que vous avez une opération périlleuse puisque vous avez des otages qui sont dans ces tunnels-là. Et qui ont déjà été tués pendant les bombardements. Alors, ça c'est ce que dit le Hamas. On n'a aucune confirmation le Hamas de ce nombre. Cet otage et tué, puis aussi, est-ce que des bombardements auraient pu bombarder les tunnels? Ça, on n'en est pas sûr non plus. Donc pour l'instant, on ne sait pas du tout où sont justement les otages. On a des preuves de vie par des vidéos. Une dernière vidéo a été diffusée par le djihad islamique aujourd'hui, parce qu'il faut savoir que le Hamas a la majorité des otages, mais le djihad islamique en a une quarantaine, puis une vingtaine seraient aux mains d'autres katibas, d'autres bataillons qui se battraient dans la bande de Gaza. Donc il y aurait déjà un semblant d'otages qui seraient un peu éparpillés de ci et là. Et donc ça, c'est extrêmement difficile, notamment dans les négociations, parce que dans les négociations, le Qatar parle à qui? Parle à la branche politique du Hamas. Il ne parle ni au djihad islamique, ni aux autres katibas qui ont les autres otages. Donc de trouver un compromis pour faire sortir tous les otages, ça va pas être possible. Et c'est pour ça que le Hamas utilise justement cette technique de faire sortir au compte-gouttes les otages pour avoir un levier. A priori, les otages, pour une bonne partie, sont dans ces tunnels. Oui, on les a vus d'ailleurs dans les vidéos. Tous n'ont pas été détruits, donc, les tunnels. Non, mais ça démarre. C'est pour ça qu'on est au début. On est au début de l'opération. Plusieurs mois, je dis. C'est le tout début de l'opération. C'est pour ça, j'insiste encore, que l'idée de cesser le feu immédiat de Macron est une utopie. Là aujourd'hui, vous avez la grande ville du nord de Gaza qui s'appelle Gaza-Ville, Gaza City. Et l'armée israélienne est autour de cette ville. Elle est même entrée à l'intérieur cette semaine. Non. Pas complètement. Il y a eu des incursions. Alors, ce qui est dingue, regardez le plan d'aération. Je prends la mesure, n'étant pas expert, que en fait, ces tunnels, c'est un projet, c'est de l'ingénierie d'assez haut niveau au fond. C'est beaucoup moins. Regardez le système d'aération. Voilà, ce sont des projets menés de façon par des entreprises de BTP probablement, avec derrière des financements, une anticipation dans la construction. Du Hamas qui ne fait que ça. Vous avez quoi? Un bataillon complet de à peu près 900 000 hommes qui ne fait que ça. 900 à 1000 hommes du Hamas qui ne font que ça. Oui. Voilà, c'est des sapeurs, voilà, c'est le régiment de génie du Hamas et leur job c'est de creuser. Ça fait des années qu'ils creusent. Bien, merci beaucoup les amis. Nous allons maintenant parler de la Russie.